On va démarrer. Merci beaucoup. Merci à la French Care de nous offrir cette opportunité d'échange. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Yann Fleureau, Antoine Papernik et Clémentine Baudy. On va échanger sur le sujet des facteurs clés de succès pour faire des champions français dans le domaine de la santé. C'est le thème qu'on va aborder. Peut-être rapidos, un petit tour de table pour se présenter et présenter ses activités. Clémentine, on commence par toi. Oui, tout à fait. Merci, merci Franck. Donc, je suis Clémentine Baudy, je suis directrice des projets transverses et de l'international à l'Agence de l'innovation en santé. Est-ce que tu veux qu'on présente maintenant qui sont nos... Ou tu veux qu'on le fasse après? C'est comme tu veux. Ouais, en deux mots. En deux mots, l'Agence de l'innovation en santé est un nouvel acteur voilà, de la sphère des agences dans le domaine de la santé qui a vraiment vocation à animer l'interministériel autour de ces sujets, de la recherche fondamentale à l'accès aux patients et à la diffusion des innovations sur le territoire. Antoine? Merci. Donc, Antoine Papernik, je suis président managing partner de Sofinova, qui est un acteur très ancien, puisqu'il a plus de 50 ans du financement des entreprises dans le monde des sciences de la vie, plus généralement la santé, bien évidemment. Aussi, on fait de la biotech, du renouvelable. On a 2,5 milliards d'euros sous gestion, 80 personnes. Alors, bien sûr, on est français, mais on est très internationaux. On a des gens partout en Europe, dans plein de pays différents. Voilà, donc on investit depuis le très early stage, l'incubation, l'accélération jusqu'au late stage, avec des équipes dédiés qui font ce travail partout en France, bien sûr, et partout en Europe. Yann? Yann Fleureau, moi je suis entrepreneur. J'ai cofondé et dirigé une société qui s'appelle Cardiologues, qui développe des technologies d'intelligence artificielle pour le diagnostic de maladies cardiaques, qui a été fondée en 2014, qui a eu un succès en particulier aux États-Unis, puisque environ 2 millions de patients aujourd'hui qui sont diagnostiqués par an. Juste aux États-Unis, c'est à peu près 40% du marché du diagnostic des arythmies cardiaques. Et la société a été rachetée par Philips il y a un peu plus d'1 an et demi, en janvier 2022. Merci beaucoup. Alors, j'ai quitté Cardiologues il y a 9 mois. Merci. Du coup, sur le sujet, alors on est dans un contexte qui est quand même pas merveilleux, un contexte de tension forte du financement de ce secteur. Le rapport de la mission Borne qui est sorti sur la réforme du système de santé et comment le système de santé doit s'approprier les innovations. Le sujet du succès est clé dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus de succès retentissant en France comme d'autres pays ont pu en avoir, et qui fait que effectivement le secteur est considéré comme particulièrement attractif. Et puis d'autre part, et on va commencer par toi Antoine, de voir un petit peu justement dans le paramétrage, parce que toi tu as vu, tes équipes ont vu quand même passer énormément de projets partout dans le monde. Peut-être nous partager un petit peu ton constat là-dessus et les facteurs. Alors tu voulais l'aborder un peu différemment, mais je te laisse l'aborder comme tu avais envie. J'ai changé d'avis depuis, donc bon, c'est pas très grave. Et puis je me souviens plus de ce que je t'ai dit. Donc c'était les facteurs clés d'échec. Voilà, non, le premier élément, je change de braquet. Le premier élément, je pense qu'effectivement, c'est un euphémisme de dire que la situation est compliquée. Alors, c'est effectivement rassurant de se dire qu'on est passé par ce genre de crise. Pour ceux qui étaient là, ça fait un peu dinosaure, mais la crise de 2001, la crise de 2008, on va dire. Bon, mais celle-ci, elle est assez corsée. Je pense que le premier élément, le premier facteur de succès pour moi d'une entrepreneur qui réussit, c'est la résilience. Je veux dire, c'est une évidence de le dire, mais quand même, il faut se le rappeler. C'est-à-dire qu'on est non seulement, déjà, d'être entrepreneur, c'est compliqué. Dans notre domaine, c'est encore plus compliqué. Donc, d'essayer de voir, c'est comme quand on conduit un vélo, et si on regarde devant et on voit le précipice, on risque de se planter, ça c'est certain. Il faut regarder assez loin. Et moi, je suis un éternel optimiste. Donc, les facteurs d'échec à éviter, OK, il y en a une liste de 250 000. Nous, on se plante régulièrement et on essaye d'innover dans l'erreur, en fait. C'est un peu ça le truc. C'est quand même important. C'est-à-dire pas de faire 2 fois, si possible, la même erreur. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour reprendre ce que je t'avais dit. Mais globalement, la résilience, de savoir mettre la société en adéquation avec la situation du moment. C'est-à-dire que c'est compliqué quand on développe des choses qui vont sauver la vie des gens, quand même. C'est ça qui est incroyable.
c'est que ce que font nos entreprises, c'est quand même globalement sauver la vie des gens. Donc, quand on se dit ça, on se dit, mais ça vaut la résilience, ça vaut la peine de se lever le matin, de se dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça veut dire que dans une période comme aujourd'hui, c'est vrai pour les entrepreneurs, c'est vrai pour les fonds qui financent les entrepreneurs. Il faut s'assurer que nos sociétés tiennent le coup. La résilience, ça veut dire, OK, il faut tenir, il faut que les runways, moi je trouve pas le terme français, mais en tout cas l'argent te permettent de passer cette période compliquée et on sait pas très bien combien elle va durer. Donc, et de faire feu de tout bois pour trouver des solutions qui permettent à cette entreprise de se développer. C'est vrai que on a eu des périodes euphoriques dans les dernières années. Le Covid a tellement mis la santé au centre du village. On a l'impression que tout va mal. Mais quand on compare, je reprends ma position de dinosaure, quand on compare à là où on était il y a 20 ans, il y a 25 ans, mais on est tellement mieux, quoi. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut essayer de positiver en se disant, OK, la situation est compliquée, les financements sont compliqués. Nous, on a 100 entreprises en portefeuille. 100 entreprises en portefeuille. C'est énorme ici. Mais sur les 100, je dirais à l'instant là, il doit y en avoir 40 qui cherchent de l'argent. Donc, on voit bien la difficulté. Il faut s'entourer de gens qui ont envie de travailler avec vous et avec lesquels vous avez envie de travailler. C'est le deuxième élément. Et puis, quand on fait ça, voilà, avec un peu de résilience et de méthode couée, pardonnez-moi, je pense que c'est la chose qu'il faut avoir. Après, on pourra passer à peut-être des commentaires plus spécifiques. Merci beaucoup. Yann, par rapport justement à ton expérience et aussi la vision que tu as justement sur un peu cet équilibre modèle d'affaires, intensification des levées de fonds, la dimension aussi accélération. Mais si je réfléchis un petit peu à finalement avec le recul, quels ont été les facteurs clés de succès de Cardiologues, je pense que le premier qui me vient en tête, c'est le fait d'avoir choisi délibérément les États-Unis comme premier marché commercial, même si la France était notre marché domestique. Je pense que, honnêtement, c'est la plus grosse décision qui a eu le plus gros impact en facteur clé de succès, parce qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont été beaucoup plus simples. Et je vois beaucoup de sociétés en medtech qui se forcent un petit peu, qui sont coincées au milieu de l'Atlantique, quoi, pour le dire. Vraiment, avec ce besoin ou cette envie de monter des projets en France, même si la réalité des chiffres est sans appel sur le manque de profondeur du marché français. Et c'est aussi long de prendre un petit marché qu'un grand marché. Je veux dire, quand on fait quelque chose de nouveau, parce qu'il faut évangéliser le marché de toute façon. Donc commencer aux US, c'était quelque chose de très important. Évidemment, s'entourer des meilleurs. Surtout aux États-Unis, pas avoir peur de mettre l'argent pour s'entourer des meilleurs. Je veux dire, on a dû débaucher par exemple une vice president qui était chez Apple. Oui, son salaire fixe était de $500 000. C'était quasiment 40% de plus que la personne qui était la plus payée de l'entreprise à ce moment-là. Et c'était ce dont on avait besoin et on l'a fait. Donc, je pense qu'il faut y mettre des moyens, quoi, tout simplement. Et donc, je pense qu'il y a une vérité qui est un peu plus générale sur le business en medtech et en médecine digitale. C'est que le marché américain est quand même sans commune mesure avec le marché européen et le marché français en termes de taille, juste respectivement la taille de la population et l'argent dépensé par habitant. Et quand Nicolas Dufourcq, par exemple, il y a quelques mois, m'avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire en France. Je m'étais un peu creusé la tête et je vais proposer plusieurs choses. Il y a deux axes. Il y en a un premier, c'est de renforcer le marché domestique. Parce que c'est une chose d'investir en France dans des entreprises, mais c'est autre chose d'être en mesure de passer des commandes publiques pour vraiment créer un marché plus rapidement sur des nouveaux usages. Parce que si l'ambition à long terme, c'est de créer des champions mondiaux qui sont basés en France, il ne faut pas juste avoir développé une technologie en France et être resté sur le marché domestique, en fait. Il faut être un leader mondial. Et quand on regarde en medtech, les leaders mondiaux sont, dans la grande majorité des cas et des indications, d'abord des leaders américains. Donc ça, c'est une chose. Donc, renforcer le marché domestique, il y a plein de progrès qui ont été faits depuis plusieurs années avec le développement de l'article 51 et avec le passage dans le droit commun de premier cas d'usage. Donc ça, c'est une bonne chose. Faut en faire plus vite. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on renforcera le marché domestique.
et que on tirera vraiment profit du fait qu'on a un système qui est centralisé public. Enfin, je veux dire, ça peut être une force absolument colossale pour pouvoir permettre à des nouveaux acteurs de rapidement aller sur le marché et de devenir des champions de la santé. Voilà, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, au-delà de renforcer le marché domestique, il faut également soutenir et davantage apporter du support à la capacité de déploiement des sociétés à l'export. Il y a des programmes qui existent déjà avec Business France sur la partie export, mais moi je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, aujourd'hui, les aides de la BPI sont conditionnées dans la grande majorité des cas au fait de déployer le cash ou de recruter des personnes sur le territoire français, créer des emplois sur le territoire français. Je pense qu'on pourrait assouplir cette règle sur des sujets très spécifiques en medtech, comme faire une étude clinique, par exemple, sur le sol américain. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait être ce qui coûte beaucoup d'argent. Et je pense que ça ne me paraîtrait pas délirant du tout qu'il y ait un programme aujourd'hui qui permette de financer, pour une société française, une preuve clinique sur le sol américain, en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour faire des leaders. Donc voilà, renforcer le marché domestique, développer et supporter leur capacité de projection. Clémentine, quand même, pour l'AIS qui a plusieurs missions, la mission de pilotage du plan Innovation Santé France 2030 dans toutes ses dimensions, et il y a eu effectivement quand même une intensification, une massification des financements publics pour accompagner le secteur, notamment dans les 3 stratégies d'accélération retenues, et puis aussi le pôle accélération et le pôle réglementaire et market access. Peut-être effectivement nous décliner un peu tout ça et de dire effectivement quand même, je pense que le marché domestique est envisagé de façon très très sérieuse actuellement. Exactement, donc merci Franck. Donc l'objectif, la mission et la raison d'être de l'Agence de l'innovation en santé, c'est effectivement la mise en œuvre de ce plan Innovation Santé 2030 qui fait un constat qui est qu'en France, on a de très bonnes pépites, on a des startups, mais on est très mauvais pour assurer une coordination et une cohérence sur toute la chaîne de création de valeur entre la recherche fondamentale, la recherche clinique, l'accès au marché et la diffusion des innovations. Et vraiment, notre objectif, c'est vraiment de rapporter de la cohérence dans les travaux ministériels et donc animer toute l'interministériel autour de ces travaux. Et donc, on a 4 grands leviers d'action. Un premier levier qui est un levier de financement avec un investissement conséquent de 7,5 milliards dans les 3 plus 1 stratégies d'accélération qui sont la biothérapie et la bioproduction, donc, dont l'enjeu est vraiment de garantir qu'il y ait 20 biomédicaments produits sur le territoire à horizon 2030. Un deuxième enjeu autour de la santé numérique avec tout le foisonnement qui existe autour de la santé numérique en France est vraiment capitaliser sur les grosses longueurs d'avance qu'on a en France avec toutes les pépites qui existent dans ce domaine. Un troisième levier d'accélération auprès du dispositif médical du futur, donc faire en sorte que les futures innovations et breakthrough innovations soient développées en France et soient exportées dans le monde, je comprends bien. Et ensuite, une stratégie autour des maladies infectieuses émergentes, faire en sorte qu'on soit souverain dans nos réponses aux pandémies et préparé aux prochaines pandémies. Voilà, donc ça c'est vraiment le levier investissement financier, mais on a 3 autres leviers d'action. Un autre levier qui est autour de la prospective. L'enjeu est vraiment de définir quels sont les enjeux de santé publique de demain, quelles sont les innovations qui sont en cours de développement pour répondre à ces enjeux de santé publique de demain et faire en sorte que on les chouchoute, on les aide à grossir et on garantisse la souveraineté de la France pour pouvoir les utiliser quand on en aura besoin. Donc ça c'est un enjeu vraiment très prospectif. Et ensuite, on accompagne les entreprises à 2 niveaux. Premièrement, à un niveau individuel, avec des entreprises qui sont réellement accompagnées, des porteurs de projets qui sont accompagnés, pris par la main pour les amener à passer toutes les étapes depuis la recherche fondamentale à la diffusion de l'innovation. Et du coup, je rebondis sur la question de l'accélération. C'est là qu'on aide beaucoup les entreprises pour secouer vraiment tout l'écosystème autour d'eux. Voilà, que ce soit un écosystème pour aller trouver des fonds publics ou privés pour les aider, mais aussi pour apporter toutes les garanties nécessaires pour rassurer les investisseurs. Ça peut être notamment aider dans les démarches autour des essais cliniques pour faire en sorte qu'ils accèdent plus rapidement aux essais cliniques et que les essais cliniques soient vraiment facilités, fluides et faciles d'accès et faciles d'implémentation. Parce qu'on sait que c'est vraiment ces premières étapes qui vont rassurer les investisseurs et qui vont permettre des levées de fonds et accélérer. Vous me direz si c'est vrai. Ensuite, donc c'est vraiment les aider et les accompagner tout au long pour les aider à aller plus vite.
Et enfin, on a un troisième pôle qui s'appelle accélération et qui, là, porte bien son nom, qui vraiment veut accélérer la transformation du système de santé pour faire en sorte qu'il soit accueillant pour toutes les innovations. Et donc là, on travaille beaucoup sur encore la recherche clinique, créer des fast track, pas uniquement pour les entreprises qu'on accompagne, mais vraiment pour toutes les innovations qui ont un impact, faire en sorte qu'elles puissent arriver rapidement aux patients et faire la preuve de leur concept très rapidement. Un deuxième volet autour de l'accès, donc l'accès aux patients, avec vraiment on travaille beaucoup autour des accès anticipés, des accès précoces, des prises en charge temporaires pour rapporter de la cohérence et accélérer au maximum ces processus. Et là-dessus, la mission Born fait des recommandations dont on s'est emparé pour proposer d'autres mécanismes. Et enfin, sur la diffusion de l'innovation, et là, je suis hyper contente que vous en parliez, on a tout un volet autour de la massification, des achats hospitaliers et de faire en sorte que les hôpitaux puissent mobiliser des crédits pour acquérir des innovations avec un double bénéfice. Premièrement, encore une fois, une preuve pour les entreprises de la validité de leur projet et de leur intérêt. Ils arrivent à démontrer qu'ils ont un réel marché et un réel intérêt à se déployer dans les hôpitaux. Et a fortiori, la plupart des temps, les innovations sont au bénéfice de l'hôpital. Donc l'hôpital peut aussi bénéficier de ces innovations. Et on pense que c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut cocooner. Voilà, donc ça, c'est les 4 grands leviers sur lesquels l'agence travaille et se mobilise depuis 9 mois maintenant. Et comment font les entrepreneurs pour rentrer en contact, pour être accompagnés? Comment vous sélectionnez aussi les innovations qui vont pouvoir, parce que toutes ne sont pas forcément éligibles à ces fast track, éligibles à l'accélération, éligibles à l'achat hospitalier innovant, etc. Comment vous allez faire tout ça? Alors déjà, toutes n'en ont pas besoin, donc ça c'est un premier point. Mais on a donc une démarche simplifiée sur laquelle tous les porteurs de projets peuvent postuler, décrire leur projet. Nous, à l'AIS, on garantit qu'on passe au moins 1 heure avec chaque porteur de projet pour comprendre sa technologie, comprendre ses enjeux, faire une première orientation, parce qu'il y a des fois, c'est juste une question d'adressage dans le système de santé. Et ensuite, pour les projets qui vont être retenus et labellisés, alors le critère de labellisation est pour l'instant toujours en cours de définition, mais le principe qui nous guide, c'est vraiment un projet qui a un impact, que ce soit pour le patient ou pour le professionnel de santé. Pour le patient, évidemment, parce qu'il y a un enjeu de santé publique. Pour le professionnel de santé, ça peut vouloir dire qu'il a un impact sur l'organisation des soins, qu'il va faciliter le travail du professionnel de santé, qu'il va potentiellement faire des économies. Donc, on pense que ces 2 clés d'entrée nous permettent de sélectionner les projets. Et à partir de là, on va leur proposer un programme d'accompagnement qui va vraiment être customisé en fonction de leurs besoins. Ça peut être un programme de mise à l'échelle, quand l'entreprise a besoin d'escalader, besoin de mobiliser des fonds pour passer une étape, et auquel cas on va les mettre en relation avec des fonds d'investissement, avec tous les projets, tous les appels à projets qui peuvent être portés par la BPI ou par d'autres acteurs. Donc ça c'est le programme mise à l'échelle. Un programme qui est hors cadre pour les innovations qui vraiment sont tellement en avance qu'elles ne trouvent pas de cadre réglementaire ou de cadre adapté en France. Donc là, ça rejoint un petit peu ce qui est fait aujourd'hui avec l'article 51, mais on espère le déployer un petit peu encore plus vite. Et un troisième pôle qui est évidemment sur l'accès. Et là-dessus, c'est vraiment pousser les barrières et faire en sorte que les administrations mettent sur le dessus de la pile les projets qu'on aura labellisés. Partant du constat que si on les a labellisés, c'est qu'ils ont un intérêt à arriver très très vite sur le marché. Et le niveau de maturité? Niveau de maturité, on n'a pas de sélection du niveau de maturité. Pour l'instant, le seul frein qu'on a, c'est les 8 bras des 4 personnes du pôle accompagnement qui sont sur ces projets. Je vous avoue qu'on a été quand même un petit peu submergé par une vague de porteurs de projets qui ont voulu nous contacter, et on est hyper content parce que ça montre quand même l'intérêt de l'agence et le besoin qu'il y avait d'avoir une sorte d'interlocuteur unique. Mais en tout cas, il n'y a pas de sélection autour ni du porteur de projet. Donc ça peut être une start-up comme un gros groupe qui a un problème d'un projet qui ne rentre pas dans le cadre. Donc on n'a pas de filtre à ce niveau-là, on n'a pas de filtre de maturité. C'est vraiment... Aujourd'hui, les 40 entreprises qu'on accompagne sont les entreprises lauréates de la French Tech, mais on a une vocation à accompagner une centaine de projets par an à terme. Merci beaucoup. Peut-être Yann et Antoine, vous faire un peu débattre, parce qu'il y avait un tout petit paradoxe dans vos discours respectifs.
L'un qui dit il faut aller absolument vite aux États-Unis et se donner les moyens d'y aller, recruter un VP à 500 000 $ par an, et l'autre qui nous explique que la situation est compliquée et qu'il faut de la résilience pour tenir pendant cette période. Alors je veux bien... Non, mais justement, c'est intéressant que... Les deux sont totalement... Tout à fait, mais justement... Il faut payer les 500 000 $. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça la question. À la fin de la journée, il faut aller voir Antoine pour qu'il file les pâtes. 500 000 $. C'est ce que je comprends. Non, mais voilà, si tu les as pas, tu peux pas la payer. Donc ça, c'est certain. Enfin, c'est un truc, c'est vieux comme le monde. Mais voilà, donc non, c'est absolument pas paradoxal. La situation, mais elle nous permet pas tous, si tu veux, d'y aller de cette façon-là, avec cette vélocité-là, quoi. Moi, je suis à 100% d'accord avec ce que dit Yann, d'une façon générale, mais en l'occurrence là, c'est-à-dire que de penser, quand on pense que le premier marché au jour d'aujourd'hui, c'est le marché américain, qu'il faut y aller et l'adresser dès le démarrage, presque en même temps du jour de la création de l'entreprise. En tout cas, de réfléchir. Nous, si quelqu'un vient nous voir en disant j'ai un super projet, mais qui n'a pas réfléchi aux conséquences cliniques, réglementaires, market access aux US, mais il faut faire ça. Donc on peut les aider, on a un certain nombre on a beaucoup d'expérience bien sûr dans la chose, mais on ne peut pas envisager un truc franco-français, ça c'est pas possible. Donc même européen, c'est pas possible. Mais en revanche, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut survivre jusque là. Donc grâce à l'AIS et tous ces dispositifs qui permettent aux boîtes d'accélérer, peut-être aussi de faire moins d'erreurs sur les étapes à suivre. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, je ne vois pas de paradoxe. Malheureusement, il faut faire les deux. Pas le choix. Oui, après, peut-être pour rebondir sur ce que tu as dit, je dirais en bon entrepreneur, moi, je crois vraiment dans le marché, quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne chose d'augmenter les capacités d'investissement, mais en fait, s'il y a des bons business, il y a des investisseurs derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas forcément besoin, rajouter de l'investissement, mais s'il n'y a pas de bon business, en fait, ces investisseurs, ils vont quand même pas faire des mauvais deals, quoi. Ou alors ils vont pas rester ils feront pas un deuxième fonds, quoi. Donc, alors qu'à contrario, en investissant vraiment dans le fait de libérer l'accès à la commande publique, pas forcément au niveau national, mais ne serait-ce qu'au niveau local, sur des petits appels d'offres et sur des mises en expérimentation, on permet à des sociétés qui ont un vrai produit, qui a un vrai usage, parce que les hôpitaux ne vont pas non plus perdre du temps juste par complaisance à tester un truc, quoi. De générer rapidement des revenus. Et une société qui génère rapidement des revenus, en medtech, elle attire des investisseurs. Je veux dire, si elle va en chercher, quoi. Je veux dire, toi, tu as une boîte qui arrive, qui a une croissance comme ça, qui dit bon, j'ai commencé par la France, mais regarde, je suis passé de 1 à 10 millions en fait en 3 ans, et après je vais faire les US. Je veux dire, si la valo est bonne, je regarde. Tu regardes, évidemment, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller au maximum dans le fait de libérer l'accès au marché et éviter de rajouter de la bureaucratie. Parce que les startups ne sont pas outillées, quoi, pour combattre toute cette bureaucratie. Elles ont ni le temps, ni l'argent. Elles sont focalisées sur leurs produits. Et c'est hyper important, quoi. Et dans le contexte Anti-Inflation Act, tu regardes ça comment par rapport à France 2030 ? Écoute, Anti-Inflation Act, l'IRA, pour la santé, pour le développement de produits aux États-Unis, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc l'IRA est un élément contraignant qui va, pour moi, à l'encontre des intérêts des Américains. Alors, il se trouve que, c'est comme ça. Comme tu le sais, la Commission a sorti un nouveau acte sur l'IRA à l'européenne. Et moi, je me suis dit, mais attends, ils vont être intelligents quand même. Ils vont regarder ce qui se fait aux États-Unis, voir que c'est vraiment pas une bonne idée. Et au contraire, prendre le contre-pied pour pouvoir faire de l'Europe une zone totalement ouverte, contrairement à ce qui se passe avec l'IRA. Eh ben non. Donc, c'est comme ça. Mais les fonctionnaires de la Commission ont manifestement pas posé les questions ou les bonnes questions aux bonnes personnes. Et donc, on fait tout, d'ailleurs, et je pense que le gouvernement français a bien compris l'impact de ce truc-là. Et nous, on leur a mis devant les yeux en disant...
Mais ce truc-là, c'est une très mauvaise idée. Il faut promouvoir les entreprises qui développent des nouveaux produits en Europe. Et alors que justement, vous avez cette opportunité qui est que les États-Unis est peut-être moins intéressante à ce sujet. Bon, malheureusement, ça prend du temps et beaucoup d'énergie à convaincre les bureaucraties européennes. Je pense que, heureusement, avec l'aide des États, on risque d'arriver à ça. Donc, bon, nous, entrepreneurs, parce que bon, nous aussi, investisseurs, on est entrepreneurs. Hein, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Et que malgré la situation, que ce soit l'IRA à l'américaine ou l'IRA à l'européenne, il faut qu'on avance. Hein. Donc, pour ça que je parlais de résilience. On ne va pas se taper la tête contre les murs en disant mais c'est pas possible, bon, ça vaut plus la peine de développer nos boîtes. Les bons projets. Est-ce que ça rééquilibre justement par rapport à cette vertu d'un marché domestique qui permettrait déjà de cranter un peu le modèle d'affaires, tu vois? Est-ce qu'on n'a pas des opportunités à travers ça? Moi, je pense qu'il y en a, ce truc de cette commission, le nouveau. Le nouveau plan de la Commission sur les produits de santé, à mon sens, va dans le mauvais sens. Mais pour autant qu'on arrive à stopper ça et à revenir un peu dans le bon sens, je pense qu'on a une opportunité européenne qu'il ne faut pas louper. Moyennant quoi, voilà, il faut que les boîtes se consacrent à développer leur plan d'affaires sur les territoires qui sont les plus intéressants. Comme le dit Yann, on sauve la vie des gens, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le marché, il est mondial, il faut aller là où les patients, le marché est. Et moi, je pense que la France a tellement d'innovations, on a tellement de boîtes, on regarde les boîtes qui ont été lauréates de French Tech. Il y a des boîtes fantastiques qui seront les leaders de demain. Il faut leur donner la possibilité, à la fois par des mécanismes qui les aident à mettre de l'huile dans les rouages. En fait, c'est un peu ce que fait l'AIS. C'est vraiment ça. C'est de la gouillie, de l'huile dans les rouages pour permettre à ces boîtes simplement de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est leur plan d'affaires. Après, peut-être il y a une chose à préciser, c'est que ce soit moi comme Antoine, nous, notre parcours dans la santé, il est lié à des innovations médicales et cliniques. Et aujourd'hui, la santé digitale en particulier, c'est aussi un écosystème qui va au-delà des innovations qui touchent à la clinique. Je pense à un Doctolib, à un Lifen, où ce qu'on a dit n'est pas complètement applicable, parce qu'en fait, ce sont des plays essentiellement domestiques, mais aussi avec un marché d'infrastructures qui est beaucoup plus profond localement. Donc, en tout cas, pour les personnes qui sont dans des business, des projets qui sont plutôt santé digitale, qui ne touchent pas forcément à la clinique, mais plutôt à l'infra, au tooling, ce qu'on a dit est peut-être moins applicable. Voilà. On en profite pour prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle suite à cet échange? Vous avez parlé à un moment de la réforme du système de santé de Elisabeth Borne. En quoi ça a impacté le développement des projets? Alors, c'est moi qui en ai parlé. En fait, voilà, il y a une mission avec des personnalités qualifiées qui ont fait des recommandations au sujet de la régulation des produits de santé, donc pas uniquement les médicaments, aussi les dispositifs médicaux. Donc c'est un rapport qui a été remis à la ministre fin août, début septembre, qui fait un ensemble de préconisations à la fois sur des choses extrêmement techniques comme des mécanismes de régulation financière. Enfin voilà, je passe les détails, mais qui propose aussi pas mal de choses assez structurantes. Voilà, donc évidemment, l'AIS n'est pas en charge de la mise en œuvre de tout le rapport, heureusement pour nous. Mais on commence déjà à travailler sur certains sujets, et notamment sur les modalités d'accès, puisque la mission positionne l'AIS comme devant faire des propositions relatives à l'harmonisation des mécanismes d'accès anticipé, et l'objectif étant toujours de permettre à l'entreprise d'aller le plus vite possible trouver son marché et accéder aux patients. Voilà. Une autre question? Alors, pour l'instant, c'est on travaille en chambre et on travaille avec nos collègues des différentes administrations, parce qu'évidemment, ça n'implique pas que nous, et ça implique aussi toutes les autorités sanitaires. Mais pour l'instant, on peut pas. Enfin voilà, c'est pas une mesure on peut pas vous la présenter telle quelle, puisque évidemment, c'est toujours en négociation. On écrit très vite, mais quand même, depuis le 1er septembre, c'est un peu juste. Il faut utiliser GPT. Ouais, c'est ça. Oui, bonjour. Même GPT se perd dans les mécanismes d'accès. Oui, pardon. Une question très pratico-pratique.
Donc, vous aviez dit qu'on pouvait postuler, y compris pour des dispositifs médicaux à impact patient-soignant. Oui. Nous, on est en phase de prématuration. On a fait des essais cliniques avec des pneumologues en ville sur un dispositif. Et là, voilà quoi, on a besoin d'être accompagné. Donc, comment on postule parce que tout ce que vous avez dit, ça nous concerne de bout en bout à ce stade. Ok, Et tout ce qu'a dit monsieur aussi. Je vais venir vous voir. Du Ok, coup, voilà, il y super. a un site démarche simplifiée dont je suis désolée parce que je n'ai pas l'adresse complètement Ok, en tête ok, là, ok, tout de ok. suite, mais je viens vous voir. Voilà, et je vous c'est la très donne. pratico-pratique. Oui, oui, Merci ok, beaucoup. bien sûr. Merci. Il nous reste 10 secondes. Donc, peut-être un petit mot de conclusion chacun. Yann. Merci. Merci.